Sud Midi, le journal. Madame, Monsieur, bonjour. Il est 12h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM, Sen Radio, l'heure de Sud Midi. Voici les titres. Décès de Mansour Kama, président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal. Mansour Kama est donc décédé ce matin. Ce dimanche marque également le 8e jour du rappel à Dieu de Babacar Touré, fondateur et président directeur général du groupe Sud Communication. À cet effet, votre émission Objection lui a été entièrement consacrée. Bayoumar Gueye et son invité, professeur Mamadou Diouf, historien, se sont penchés sur les écrits du défunt, notamment son dernier papier intitulé Arc de feu sous-régional. Il y a 154 jours, soit 5 mois très exactement, que le coronavirus s'invitait dans notre pays. Ces dernières 24 heures, 60 personnes ont été infectées. 16 patients, quant à eux, ont recouvré la santé. Et puis, nous reparlerons également des lendemains, de ces lendemains de Tabaski bien moroses pour les vendeurs de moutons. Plus de 150 000 moutons sont restés invendus dans tout le pays, une situation qui a surpris les éleveurs. Le président de la Maison des éleveurs, Ismaël Sow, lui, formule des pistes de solutions. Vous l'entendrez dans ce 12 heures, la page internationale et la rétrospective des faits marquants de la semaine avec Josette Kali vont boucler ce Sud Midi, mise en onde par Hassan Choun. Adji Fatou Bari. Bienvenue à toutes et à tous. Mansour Kama est décédé ce matin. Le président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, CNES, est donc décédé ce matin. Mansour Kama était le PCA de SDE. Il a également été de 2014 à 2018 président de la Fondation du secteur privé pour l'éducation. Il a aussi dirigé le collège des directeurs de la Banque régionale des marchés BRM. Mansour Kama était également membre du club des investisseurs. Ce dimanche marque également le 8e jour du rappel à Dieu du fondateur et président directeur général du groupe Sud Communication, Babacar Touré. À cet effet, l'émission Objection lui a été consacrée. Réflexion géopolitique sur la situation en Afrique de l'Ouest. Le dernier papier de Babacar Touré intitulé Arc de feu sous-régional est assez révélateur de son attachement à l'état de la sous-région. Dans la rubrique passé-présent, Babacar Touré avait indexé les multiples remous notés dans l'espace ouest africain avant d'interpeller l'État et les gouvernants face à leurs responsabilités. Mamadou Diouf, professeur d'histoire à l'Université de Columbia aux États-Unis, confirme l'éditorialiste. Selon lui, c'est un papier qui a son sens dans le contexte actuel et la réflexion doit se poursuivre car la menace est bien réelle dans la région, dans la sous-région. Il faut donc des solutions régionales pour des problématiques nationales. Nous écoutons professeur Mamadou Diouf avec Bayoumar Gueye. C'est un papier qui a été publié à temps, mais on a tellement raté ces occasions, ces moments où en fait les circonstances nous imposaient de mener la réflexion. Une réflexion qui doit être menée à tous les niveaux, au niveau académique, au niveau moral, au niveau, si vous voulez, politique. Et le dernier papier de Babacar prend, si vous voulez, appui sur plusieurs crises, si vous voulez. Il y a la crise qui est la crise la plus importante de la région, qui est la crise malienne. Il y a une crise au Mali depuis plusieurs années. La crise n'est pas réglée, ce qui veut dire que la région doit prendre en charge cela. Il y a la crise qui est la crise aussi qui touche le Burkina Faso, qui touche le Niger, qui touche la Mauritanie, et qui pour le moment ne touche pas le Sénégal, mais dont il faudrait parler. C'est la crise qui est liée, en fait, aux conséquences du développement du salafisme et, entre guillemets, du terrorisme dans tous ces pays. Il y a la crise guinéenne, qui est la crise l'espèce d'extraordinaire obstination du président guinéen à vouloir rester au pouvoir et à changer la constitution. Il y a la crise qui s'annonce, qui va être la plus terrible probablement si elle a lieu, la crise ivoirienne.
parce que le moteur de l'économie de notre région, en dehors du Nigeria, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, c'est vrai que c'est un arc en feu et qui va exploser. La première indication qu'il faudrait en tirer, c'est de dire que pour cette région, la solution nationale n'est probablement plus une solution possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas régler les problèmes dans chaque pays, parce que les questions sont des questions liées, parce que c'est une région où il y a une extrême mobilité, il y a des migrations très importantes. Donc, il faudrait qu'on fasse l'état des lieux. Et faire l'état des lieux, c'est revenir à des discussions qui ont existé, les discussions d'après-guerre dans cette région. Et au cours des années 50 jusqu'à l'indépendance, c'est effectivement des discussions autour, faut-il un projet régional ou des projets territoriaux. Les projets territoriaux ont pris le dessus, mais ces projets ne marchent pas. Donc, il faut revenir à la solution régionale. Pourquoi? Parce que, en fait, les défis les plus importants, qui sont des défis économiques, des défis de l'emploi, des défis de la santé, les défis de l'éducation sont des défis qui ne peuvent pas être réglés au niveau des nations. On ne peut les régler qu'au niveau de la région. Et l'autre élément qui est très important, dont on parle beaucoup, la question du franc CFA, la question d'une monnaie qui est une monnaie africaine, la question n'est pas une question de trouver une alternative au franc CFA. La question, c'est de trouver une monnaie pour l'ensemble des 15 pays de la région. Donc, ces questions-là, et là, je pense que Babacar a raison, sont des questions qui doivent être réglées à ce niveau-là. Et l'autre chose qu'il dit qui est vrai, c'est qu'il faudrait justement commencer à mener cette discussion et commencer à la mener. Il faudrait que les élites de l'ensemble des territoires, les élites de l'ensemble de cette région, en fait, commencent à travailler sur cette question, commencent à se réunir sur cette région et commencent à échanger sur ces questions qui sont des questions cruciales. C'était professeur Mamadou Diouf, historien, professeur d'histoire à l'Université de Columbia aux États-Unis. Il était donc l'invité de Bayomar Gueye dans Objection de ce matin. Objection, une émission que vous pouvez réécouter en intégralité sur www.sudfmsenradio.com. Sud FM. Je vous disais dans les titres, il y a très exactement 154 jours que le coronavirus faisait son apparition dans le pays. Le coronavirus, le bilan quotidien du point sur l'évolution de la pandémie qui fait état ce dimanche de 60 nouveaux cas d'infection, dont 12 issus de la transmission communautaire. Les détails avec Dr Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Sur 915 tests réalisés, 60 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 6,56%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 48 cas contacts suivis par nos services et 12 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Mbao 2, Saint-Louis 2, Dakar Plateau 1, Anne-Mariste 1, Mbour 1, Parcelles Assainies 1, Rufisque 1, Thiès 1, Touba 1 et Yeumbeul 1. 16 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 39 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce samedi 1er août 2020. L'état des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 10 344 cas ont été déclarés positifs, dont 6 838 guéris, 209 décédés et donc 3 296 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale vous renouvelle les recommandations habituelles
et insiste beaucoup en cette période de retour du voyage de la fête de Tabaski de l'intérieur du pays sur le port obligatoire de masques et le lavage des mains. Vous venez d'entendre Dr Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, qui nous faisait le point sur l'évolution de la pandémie de Covid-19 dans le pays. La pandémie de Covid-19 dans le pays qui, je le rappelle, touche à ce jour 10 344 personnes, dont 6 833 guéris, 209 décédés et 3 296 encore sous traitement au moment où l'Organisation mondiale de la santé prévient la pandémie de coronavirus va probablement être très longue. Réunie au siège de l'organisation à Genève, pour la 4e fois pour réévaluer la pandémie. Le comité d'urgence de l'OMS sur le Covid-19 appelle à la poursuite des efforts de riposte à la pandémie, une réponse qui, je cite, doit être nationale, régionale et globale. Kamabel, une localité située dans le département de Ziguinchor, répare ce qu'il qualifie d'injustice. Une cérémonie de distribution de vivres a eu lieu aujourd'hui dans cette localité pour permettre aux populations non bénéficiaires de recevoir des kits alimentaires en cette période de Covid-19. Un des habitants du village de Kamabel, Victor Tandeng, s'en explique au micro de Ignace Ndeye. Après les efforts faits par l'État du Sénégal, nous nous sommes rendus compte qu'il y a au moins une 50aine de familles qui sont laissées en rade dans ce village. Et puisque nous sommes, notre credo, c'est quoi? C'est un village uni, des hommes forts pour un village fort. C'est la raison pour laquelle nous avons dit que non, on va réfléchir pour que chacun puisse avoir quelque chose. Et puisque nous n'avons pas la même force de frappe que l'État, nous avons pu réunir quand même, mobiliser tout le monde, la diaspora, les enfants de Kamabel qui sont à Dakar, qui sont hors du Sénégal, qui sont un peu partout en Afrique. Et nous avons pu réunir une somme de près de 1 600 000 et quelques mille. Et nous avons acheté des kits. Nous avons choisi des kits. Après multiples réunions, on a choisi des kits et nous sommes venus ce matin pour remettre. Pensons qu'en faisant cela, chaque Kamabel, parce que c'est la paix sociale que nous voulons cultiver dans ce village-là. Donc ça veut dire que c'est une façon de réparer ce que vous appelez injustice de ceux qui n'avaient pas bénéficié de ces kits. Au fait, c'est vrai, à un moment, nous avons pensé que c'était une injustice et nous voulons réparer. Mais au fait, est-ce que c'est réellement une injustice? C'est parce que ça s'est passé dans beaucoup de localités. Mais nous avons dit que nous allons être debout comme un seul homme pour réparer ce qui se passe dans ce village-là. Maintenant, tout le monde à Kamabel, tout le monde a maintenant bénéficié de ce kit. Quand on sortira d'ici, Ignace, tout le monde aura quelque chose à mettre sous la dent. Parlons à présent de la mévente des moutons de Tabaski. Près de 150 000 moutons n'ont pas trouvé preneur pour cette Tabaski 2020. Dakar recense les 65 000 moutons. Les éleveurs se disent surpris par une telle situation. D'après le président de la maison des éleveurs, Ismaïla Sow, plaide pour la tenue d'une rencontre tripartite entre l'État, les éleveurs et les consommateurs. Selon lui, les prix appliqués n'ont rien à voir avec cette mévente. Ismaïla Sow avec Habsa Ilmanouane. Pour vous dire la vérité, c'est une surprise parce que l'année dernière, les gens prennent référence l'année dernière, mais ça nous poussait vraiment de faire la communication pour aider que les Sénégalais sortent, acheter les moutons pour nous édifier. Mais malheureusement, beaucoup de Sénégalais, des éleveurs sont pris des prêts, ils sont partis sur le terrain acheter des moutons. Amener, voilà, il y avait beaucoup d'invendus. C'est ça qui nous fait peur depuis le début. Bon, vraiment, ça c'est une peine très dure pour les éleveurs. Moi, je pense que c'est important quand même que les éleveurs réunissent avec les consommateurs et l'État pour trouver la solution. Parce que nous ne pourrons pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer, prendre des dettes au niveau des banques aussi. Nous restons avec des invendus et nous ne pourrons pas rembourser les dettes. C'est des problèmes que nous trouverons la solution. Beaucoup pensent que c'est lié au prix proposé par les TFANC et autres vendeurs. C'est ce qui explique ces invendus. Non, les moutons sénégalais, pour les éleveurs, leurs moutons n'est pas cher parce que ce n'est pas les moutons de case, ça c'est des moutons pastoraux. Bon, c'est rare de trouver même un mouton plus de 100 000 francs. Ce que les gens font aussi, ils ont fait beaucoup de frais pour
vraiment nourrir et entretenir cette mouton. Bon, donc même si vous divisez les 100 000 francs par 12 mois, vous comprenez que les éleveurs ils ont fait beaucoup de dépenses pour nourrir cet animal. Aussi, nous, les éleveurs, savons aussi qu'il y avait des concurrences dans les marchés. Donc, ils pourront tout pour bien nourrir leur animal, bien l'entretenir, mais aussi ils vont le vendre. Parce qu'ils savent que s'ils gardent les moutons, c'est des risques pour un éleveur. Parce que si vous les gardez, ça va bouffer encore les bénéfices que vous avez dans cet animal, mais aussi il n'y a rien qui vous prouve que vous le vendrez. Donc là, moi je sais que les Sénégalais, ils ont pris leurs responsabilités pour avoir leurs moutons à temps avant. Bon, donc ça, rien nous édifie que les Sénégalais n'ont pas de moutons. C'était Ismaël Sow, président de la maison des éleveurs, qui revenait sur cette mévente des moutons de la Tabaski. Direction Thiès pour parler du lancement des opérations post-Tabaski par l'unité de coordination des déchets solides, l'UCG. De fortes productions d'ordures ont été enregistrées dans les différents marchés de la cité du Rail de Thiès. Nous retrouvons la correspondance de Babacar Ndao. Sur le lendemain de Tabaski, le décor n'est pas du tout reluisant au niveau des marchés de Thiès. Situation assez critique, je dirais, parce qu'il y a une surproduction de déchets, comme à l'accoutumée au lendemain des fêtes religieuses. Donc il y a une surproduction de déchets constatée au niveau non seulement du marché central, mais au niveau du marché Moussanté, marché Grand Thiès. C'est la même situation et au niveau aussi surtout de certains lieux de vente de moutons. Pour faire face à cette surproduction d'ordures, l'UCG mobilise les gros moyens. Ibrahim Mbaye coordonne le pôle Thiès de l'UCG. Déjà, on avait anticipé au niveau du marché central. On avait mis un dispositif de collecte avec les nouvelles bennes tasseuses qui passaient tous les jours au niveau du marché central pour au moins amoindrir la surproduction de déchets. Mais c'est aujourd'hui qu'on a planifié en fait d'amener les moyens supplémentaires pour venir à bout de cette surproduction de déchets. Et à cet effet, on a renforcé les 2 bennes tasseuses et les caisses polybennes qui sont là et 2 tricycles pour venir à bout de cette surproduction de déchets. Une opération difficile, reconnaît le délégué général du marché central de Thiès, Thierno Ciss, qui déplore le manque de soutien des jeunes commerçants qui ne sont pas encore rentrés. Côté boobu daal ñu ngi ciy ñaax nit ñi lii bu amatee daal nañu xool donte ñi nga xam ne ñooy indi seen i éléments indi seen i matériel ñun ci suñu wàllu bopp ñun lañ koy defal war na ci mën a gën a jàpp ci ba mu gën a rafet du yàqu dara. Ainsi, pendant 48 heures, les agents de l'UCG se fixent le pari de rendre les lieux de commerce de la cité du Rail propres. Babacar Ndao, Thiès sur FM. Nous restons toujours à Thiès où, après Dakar, la capitale du rail bénéficie du programme d'urgence de gestion des ordures. Du nouveau matériel a été mobilisé en plus du recrutement de 75 volontaires du nettoiement pour les grands axes de Thiès. Le coordonnateur de l'unité de coordination de la gestion des déchets solides, Ibrahim Mbaye, est au micro de Babacar Ndao. Oui, ça se passe bien dans l'ensemble par rapport à ce qu'on avait planifié. Bien vrai qu'il y a eu quelques difficultés liées à la saison des pluies, et surtout ce qui concerne le désensablement. C'est pourquoi maintenant on se consacre surtout sur tout ce qui est nettoiement proprement dit et surtout aussi au niveau de la voie de contournement. Là-bas aussi on a mobilisé presque pendant une semaine toutes nos équipes pour venir à bout de cette... parce qu'il y a eu un imprévu au niveau de cet axe-là, parce que maintenant ce sont les charretiers qui déchargent tout le long, parce qu'il y a le site relais qui déchargeait et a été repris par un privé. À Kaolack également, après 2 jours de ramassage, plus de 125 tonnes d'ordures ont été collectées au marché central de Kaolack. L'UCG a mobilisé près d'une 50aine de techniciens de surface et des moyens matériels pour procéder à une vaste opération de nettoiement du centre-ville. Voici le coordonnateur du pôle UCG de Kaolack, Moussa Ba, avec Mamadou Kamara. Chaque année, l'UCG met un accent particulier sur le nettoiement lors des fêtes comme Tabaski, Korité. Cette année, le coordonnateur national a lui-même lancé les opérations depuis Dakar. Et en le lançant, il a précisé que les pôles ne seront pas à reste. C'est ce que nous sommes venus matérialiser aujourd'hui pour Kaolack. Pour cette année, avant, nous avons mis l'accent sur les lieux de prière. Nos équipes sont parties sur la plupart des lieux de prière des sites religieux de Kaolack, que je ne vais pas en citer, mais on peut reconnaître comme Medina Baye, Léona Niassène, Pencum, Seigne Bassiou, etc. Ils ont procédé au nettoiement pour permettre aux fidèles de pouvoir
pouvoir faire leur prière correctement. Maintenant, aujourd'hui, c'est le lendemain de la Tabaski. Nous savons que le marché de Kaolack engendre beaucoup ou bien devient le réceptacle d'une bonne quantité de déchets créés par les préparatifs de la fête. Nous sommes à plus de 50 techniciens de surface, qui seront mobilisés. Ça, c'est pour les techniciens de surface. Maintenant, pour ce qui est du matériel lourd, comme d'habitude, nous avons 2 camions bennes de 16 mètres cubes et une pelle mètre pour pouvoir quand même remettre à niveau le marché afin que ces participants puissent retrouver quand même un lieu de travail ou bien un lieu de commerce bien en état. Nous, avec le matériel que nous travaillons, c'est-à-dire les camions 16 mètres cubes, partez sur la base très simple que tous les 4 rotations de nos camions équivaut environ à 25 tonnes de déchets évacués. Donc sur les 2 jours avec les 2 camions, il faut estimer et prévoir que nous allons évacuer entre 100 à 125 tonnes de déchets pour ces 2 jours. C'était donc le coordonnateur du pôle UCG de Kaolack, Moussa Ba. Et puis, retenez qu'à Sandaga, l'ultimatum des autorités aux commerçants installés aux abords du bâtiment central du marché Sandaga de Dakar expire ce soir à 22h. Ce haut lieu de commerce construit en 1933 va être démoli pour être réhabilité. Des travaux prévus sur une durée d'1 an et demi. Entre-temps, les 383 commerçants comptabilisés seront recasés au champ des courses de Dakar. Et pour rappel, l'État, qui entend reconstruire le même modèle et ériger un centre commercial pour loger tous les commerçants impactés, a débloqué près de 10 milliards de francs CFA pour ce projet. À 12h, passé de 23 minutes, place à l'actualité internationale. Sud International. Direction l'Afrique du Sud, le pays du continent africain le plus touché par le nouveau coronavirus Covid-19, a officiellement recensé plus de 500 000 cas de Covid-19, annonce faite donc hier par le ministre de la Santé. Et puis les États-Unis, qui sont le pays le plus durement touché au monde, ont maintenant recensé plus de 4 600 000 cas de contamination et 154 319 décès. À côté, le Mexique a accusé samedi pour la 2e journée consécutive un record de contamination au coronavirus avec 9 556 nouveaux cas enregistrés en 24 heures selon les chiffres du secrétariat fédéral à la santé. Et puis au Nigeria, le gouverneur de Lagos, la capitale économique du Nigeria, a annoncé hier que les églises et les mosquées de la ville allaient rouvrir la semaine prochaine. Lagos, la ville la plus peuplée du Nigeria, avec plus de 20 millions d'habitants, avait ordonné la fermeture des lieux de culte, des boîtes de nuit et des hôtels en mars pour freiner la propagation de la pandémie de Covid-19. Le pays a officiellement recensé 43 151 cas de contamination, dont 879 morts, des chiffres sous-estimés selon des experts. À 12h, passé de 24 minutes, place à la rétrospective des faits marquants de la semaine avec Josette Kali. Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez la rétrospective des faits marquants de l'actualité de la semaine sur Sud FM. Décès le dimanche 26 juillet de Babacar Touré, fondateur et PDG du groupe Sud Communication. Babacar Touré, qui a tiré sa révérence à l'âge de 69 ans, a été inhumé le lundi 27 juillet au cimetière de Bakia à Touba en présence d'une foule immense de journalistes, de politiques et de religieux. Adam Ndiaye. Le président du groupe Sud Communication, Babacar Touré, a été inhumé aux environs de 16h au cimetière de Bakia, plus précisément au niveau de la réserve de Darou Minam. Et auparavant, c'est Serigne Cheikh qui a présidé donc la prière mortuaire en présence du Khalif général de Mouride Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, mais également de Serigne Moussa Nawel Babacar Touré, affectueusement appelé Cheikh Babacar Touré au niveau de la famille du Khalif général des Mourides, a été accompagné par une foule d'autorités politiques, mais aussi de fidèles à sa dernière demeure. Les témoignages sont unanimes. Babacar Touré, un homme valeureux, un homme qui défendait la démocratie, un homme donc qui était un fidèle défenseur de la justice. En est allé.
Babacar Touré était également ancien président du Comité national de régulation de l'audiovisuel CNRA et ex-président du Conseil national de transition de l'analogique au numérique. Justement, le mercredi 29, en Conseil des ministres sur décret, le chef de l'État Macky Sall a pris la décision de baptiser la maison de la presse au nom de Babacar Touré pour offrir en exemple le professionnel qu'il était aux générations futures. Amadou Moustapha Dian. Dite désormais Maison de la presse Babacar Touré, le décret portant dénomination de la Maison de la presse a été examiné et adopté en Conseil des ministres ce 29 juillet 2020. À l'entame de sa communication, le président de la République a adressé au nom de la nation ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt et à toute la presse sénégalaise, africaine et internationale suite au rappel à Dieu de Babacar Touré, président fondateur du groupe Sud Communication. Il a aussi informé le Conseil de sa décision de baptiser la Maison de la presse au nom de Babacar Touré pour offrir en exemple le professionnel hors pair qu'il était aux générations futures. Dans la foulée, le président a également souligné l'impératif d'achever le basculement intégral de la télévision numérique terrestre TNT de l'analogique au numérique, l'un des projets phares menés à son terme par le défunt Babacar Touré. 5 jours après le rappel à Dieu du PDG de Sud Communication Babacar Touré, la presse sénégalaise est encore en deuil. La journaliste Reine Marie Faye est décédée vendredi à l'âge de 68 ans à la retraite depuis plusieurs années. Reine Marie Faye a été présentatrice à la RTS, à Radio Sénégal, à Walfadjri et à Sud FM. Nécrologie toujours. Décès du Khalife général de Mbelere, Serigne Moussa Dia, a été rappelé à Dieu vendredi à l'âge de 96 ans. Alité depuis plusieurs années, Serigne Moussa Dia est décrit comme quelqu'un de très humble et très effacé. La communauté musulmane a célébré ce vendredi 31 juillet la fête de la Tabaski, une occasion pour le président de la République Macky Sall qui a prié chez lui d'appeler la jeunesse à plus de vigilance pour une meilleure protection des personnes âgées en cette période de pandémie. Le chef de l'État a par ailleurs insisté sur le respect des gestes barrières. Nous l'écoutons. Je présente mes vœux à l'ensemble de nos compatriotes d'ici et de la diaspora, mais également à la Oumma islamique toute entière. Je prie pour le repos de l'âme de nos disparus et surtout souhaite un prompt rétablissement à nos malades. Je formule des vœux de bonne Tabaski aux chefs religieux, aux khalifes généraux, à l'ensemble des Sénégalais dans ce contexte. Je voudrais surtout donner un message, puisque ce Tabaski, je la vis pleinement dans le cadre du coronavirus. Et je voudrais encore une fois insister et particulièrement m'adresser aux jeunes. Parce que comme nous le constatons ces dernières semaines, le nombre de victimes a augmenté sensiblement. Et si vous regardez, ceux qui ont été les plus touchés ont été les personnes âgées. Par conséquent, la jeunesse a un rôle déterminant, un rôle essentiel dans cela. Parce qu'elle peut penser qu'elle est tout à fait protégée contre la maladie, ce qui n'est pas d'ailleurs prouvé. Mais elle doit protéger les personnes âgées qui sont à la maison. Donc, mais la seule solution qui peut aider à freiner la propagation de la maladie, c'est le respect des gestes barrières. C'est surtout et principalement le port correct du masque. C'est aussi la distanciation physique. Si nous le faisons partout dans nos domiciles, dans les lieux de travail et dans la rue, nous pourrons véritablement arrêter la propagation du virus et protéger les vies. Restons dans ce sillage. Notre pays a dépassé en milieu de semaine la barre des 200 morts liés à la Covid-19 et a atteint ce samedi 1er août 2020 les 10 000 cas positifs au coronavirus. Au Mali, le mouvement du 5 juin continue d'exiger la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta, une réaction qui fait suite au sommet extraordinaire de la CEDEAO tenu le 27 juillet. Le mouvement rejette les propositions des présidents en charge des négociations et refuse une intégration dans le gouvernement d'union nationale. Sori Ibrahim Maïga. 2 jours après les dernières conclusions tirées par les chefs d'État de la CEDEAO sur la crise sociopolitique au Mali,
les débats sur la proposition de sortie de crise formulée par cette mission de haut niveau axée sur le remembrement de la Cour constitutionnelle, la démission des 31 députés mal élus et la mise en place d'un gouvernement d'union nationale divise les protagonistes et pose des problèmes. En effet, le principal mouvement contestataire à l'origine de la crise, le M5, a refusé l'entrée au gouvernement de consensus en cours d'installation. Il réitère la démission plus que jamais du président malien. Il entend porter plainte contre la CEDEAO pour violation de la constitution du Mali à travers ses pistes de sortie de crise et une autre plainte pour les tueries survenues lors des manifestations du 10 juillet et jours suivants. C'est au cours d'une conférence de presse à la présence de l'imam Mahmoud Diko qui a également jugé insuffisant les recommandations des présidents de l'Afrique de l'Ouest avant de livrer les secrets de sa dernière rencontre avec le Premier ministre, Dr Boubou Cissé, celui à Badala Bougou, hier mardi. Je cite, « Je lui ai dit que la démarche en cours ne marchera pas. Personne de mes proches ne rentrera dans ce gouvernement. Je lui ai demandé de démissionner pour faciliter la sortie de crise. Et je suis surpris d'entendre certaines de ses réactions sur des chaînes internationales ce mercredi matin à l'aube, avant d'assurer qu'il n'y a aucune division au sein du mouvement du 5 juin. S'est exprimée ainsi l'autorité morale du mouvement. Cette rencontre a été aussi l'occasion pour les acteurs de ce regroupement hétéroclite d'appeler leurs militants à la reprise immédiate des actions de désobéissance civile dans tout le pays juste après la fête de Tabaski. Une motion de soutien a aussi été formulée pour la libération de l'honorable Soumaïla Cissé. Ainsi prend fin la rétrospective de l'actualité saillante de la semaine sur Sud FM Sen Radio. Rendez-vous dimanche prochain. À 12h passées de 33 minutes, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Décès de Mansour Kama, président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, la CNES. Il est donc décédé ce dimanche. Mansour Kama, ancien PCA de la SDE, a aussi dirigé le collège des directeurs de la Banque régionale de marché. Il a aussi été membre du club des investisseurs. Sud FM présente ses condoléances à sa famille. Ce dimanche marque également le 8e jour du rappel à Dieu de Babacar Touré, fondateur et président directeur général du groupe Sud Communication. À cet effet, votre émission Objection lui a été consacrée. Bayoumar Gueye et son invité, professeur Mamadou Diouf, historien, enseignant à l'Université de Columbia aux États-Unis, se sont penchés sur les écrits du défunt, notamment sur son dernier papier intitulé Arc de feu sous-régional. Et puis, il y a 154 jours, soit 5 mois très exactement, que le coronavirus faisait son apparition dans notre pays. Sur ces dernières 24 heures, 60 personnes ont été infectées. 16 patients, quant à eux, ont recouvré la santé. 0 décès a été enregistré ces dernières 24 heures. Et puis, lendemain de Tabaski, bien morose pour les vendeurs de moutons. Plus de 150 000 moutons sont restés invendus dans tout le pays. Et pour le président de la Maison des éleveurs, Ismaël Sow, la situation les a surpris. C'est pourquoi, dans ce 12 heures, vous l'avez entendu, il a formulé des pistes de solutions. La page internationale et la rétrospective des faits marquants de la semaine avec Josette Kali ont bouclé ce Sud Midi, mise en onde par Hassan Toul. À 13h, retrouvez Raps et Liman One pour l'édition en Wolof. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Sud FM, Sen Radio.